Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, émission éducative et on va faire une petite entrave à la règle par rapport aux séries précédentes et celles qu'on a toujours en cours sur les tendances. Où la dernière fois, donc, on a parlé de la partie technique. Théoriquement, aujourd'hui, on devrait faire la partie 2, la partie psychologique, mais on va faire un truc un peu particulier. On va intercaler une forme de partie 1.b par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière. Pardon, dans l'émission de la dernière fois, où on cadrait en fait les structures de tendance classiques des marchés que vous traitez normalement le plus souvent, en tout cas ceux auxquels vous serez le plus confronté dans votre vie de trader, les marchés souvent donc actions et les marchés ce qu'on appelle liquides à liquidité et structure de liquidité classique. Ceux sur lesquels évidemment je vous invite à commencer le trading, mais il est fort de constater que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, il y a différents types de profils et il faut que je m'adapte parce que évidemment je vous forme vous tel que vous êtes avec les choix que vous faites et c'est vrai qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font le choix de ne pas du tout s'investir sur les marchés classiques et au contraire de trader soit quasi intégralement les cryptos, en tout cas de trader des marchés relativement différents dans leur structure de liquidité et les cryptos font partie de ces cas de figure-là. Donc on va faire une petite intro rapide pour vous expliquer déjà structurellement quelle est la différence entre ces deux-là, ce qui explique le fait que la structure de tendance ne va pas être la même dans ces deux classes d'actifs. On va dire donc les actifs classiques liquides et fortement travaillés, et à côté de ça, les actifs beaucoup plus spéculatifs à la structure offre-demande incertaine et souvent même fortement dérégulée. Donc c'est la base, il faut que vous le compreniez, c'est que c'est la structure de l'actif qui définit la façon dont les tendances vont émerger. Et ça, encore une fois, c'est pas de la baguette magique, c'est juste de la pure logique. C'est de la pure logique financière. C'est le trading, c'est réaliser des transactions entre un acheteur et un vendeur et de regarder l'évolution dans le temps ou même pas forcément de choix dans le temps, de ces transactions. Et le principe est donc que parfois des tendances émergent, c'est-à-dire que plusieurs investisseurs vont se mettre à faire la même chose et ça va créer un décalage des prix. Alors c'est souvent plus ou moins rationnel, c'est-à-dire que des fois le décalage va se créer parce qu'une nouvelle information vient impacter le marché. Je vous rappelle que normalement le prix d'un marché c'est enfin, dans son on va dire dans sa vision très idyllique, c'est la prise en compte de toutes les informations disponibles à l'instant T, condensées en un seul endroit, qui est donc le prix auquel aujourd'hui, à l'instant présent, un acheteur et un vendeur pensent qu'il est plus ou moins juste de s'échanger cet actif. Donc évidemment, c'est lié au gré des informations qui arrivent. Donc plus un actif est bombardé d'informations, et plus ces informations peuvent avoir un potentiel de décalage, plus généralement on va dire que l'actif est volatile et que sa liquidité est plus faible. C'est exactement la même chose donc, dont on parle ici par rapport aux marchés qui vont être moins liquides, donc un petit peu plus volatiles. Généralement, ils vont avoir une tendance à altérer les structures de tendance et pas les composer de la même façon. C'est la chose qu'on va donc décrypter aujourd'hui, mais comme ça au moins vous comprenez déjà la base. Certains marchés ne vont pas apprécier les tendances de la façon dont je vous l'ai appris jusqu'ici. Ce qui fait que j'ai deux choix à faire. Soit je vous dis vous ne traitez pas les actifs qui sont à risque, ce qui est quand même écrit normalement noir sur blanc déjà dans le PDF tout en haut, et quand vous avez votre petite feuille que vous devez normalement tout savoir, conditions de marché prérequises, tout en écrit en haut à gauche, marché suffisamment liquide, historique de trading suffisant et volatilité suffisante pour trader, et pas de gros catalyseurs attendus. Ce qui veut dire que normalement, ce que je vous apprends, c'est à trader les marchés quand ils sont dans ces cas de figure-là. Ce qui, pour ma part, n'est pas vraiment le cas des marchés crypto et des phases dans lesquelles l'extrême volatilité peut s'exprimer. Donc, ce que je vous apprends, c'est pas faux, c'est simplement que ça ne s'applique pas à ces marchés qui n'ont pas les structures adéquates pour appliquer ces règles-là. Par contre, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, donc en petite aparté, c'est que les règles que vous avez apprises, elles ne valent pas rien non plus, elles marchent dans ces structures-là, mais avec quelques modifications qu'on va donc apprendre aujourd'hui. Donc je vais vous apprendre à naviguer ces structures un peu moins liquides, un petit peu plus spéculatives, mais dans lesquelles les mêmes règles vont s'appliquer, mais dans un ordre et une appréciation un peu différente. Donc aujourd'hui, on parle des tendances sur les actifs un peu moins liquides, beaucoup plus spéculatives beaucoup plus spéculatifs, et à la structure donc d'offre-demande qui peut se déréguler relativement rapidement. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails de pourquoi et tout ça, mais on va y rentrer un peu plus dans le dur. Pour ceux qui ont des connaissances un peu héliotistes, je sais que c'est le cas parmi vous, ça va résonner par rapport à des choses que vous connaissez déjà, dans le sens où je vais vous aider à le structurer un petit peu mieux, parce que Elliott Wave, c'est génial pour appréhender les structures de tendance,
Mais par contre, c'est n'importe quoi pour les structures de range. Donc là, évidemment, nous, on va essayer de formaliser quelque chose un petit peu à la méthode Elliott-Wave. Je vais vous donner des grandes règles. Mais il faut bien que vous compreniez encore une fois que ces règles, ce sont des règles statistiques. C'est pas encore une fois sortir le chapeau magique et dire c'est comme ça que ça va se produire. C'est juste que si vous étudiez ces structures de tendance sur ces actifs-là, il y a une structure résonante, statistique, et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. L'erreur à ne pas commettre encore une fois, c'est de formaliser tout ça et de dire les règles comme apprend Phil, ça doit se passer comme ça, et si ça déroge à une règle, ça ne marche pas. Mais non, c'est vraiment pas comme ça. C'est plus de dire, je vous apprends l'ensemble, et la plupart des cas, ça va se passer comme ça. Pas exactement pareil, mais je vais surtout essayer donc d'insister sur les points clés de ces règles-là, et surtout pas donc vous formaliser sur l'ensemble des détails. Okay. Parfois, vous allez réaliser 80% des règles que je vais vous énoncer, mais vous aurez quand même les règles essentielles. Il y en a surtout une, et on va passer pas mal de temps dessus. Donc, dans ces structures-là, la structure classique, autrement dit, je vais la revoir très rapidement pour que vous puissiez comparer les deux. Voilà, donc on va se mettre ça. La structure que vous connaissez, celle que je vous apprends dans le PDF, etc., c'est, autrement dit, un marché qui vient se stabiliser sur une zone, d'accord? Donc, normalement, vous devez voir des structures plutôt range, ça hésite. On vient former un plus bas sur une zone de retournement. Ça, c'est le trade que prennent les expérimentés en reverse, pas de débutant là-dedans. Vient normalement ce qu'on appelle la deuxième borne de range, pareil, c'est un trade de borne classique uniquement pour les expérimentés. Derrière, normalement, on vient former le creux ascendant, ce qu'on appelle la troisième borne de range. On le fait généralement sur les zones résonantes que je vous apprends. Donc, soit sur un range neutre, on vient chercher pratiquement 76% de retracement, ou soit sur un range acheteur, et on vient chercher, dans ce cas-là, uniquement 61%. Okay, on rebondit sur une de ces deux zones résonantes. Ça ne veut pas dire qu'on rebondit sur le 76 à chaque fois. Ça veut dire que c'est par là que, statistiquement parlant, vous avez le plus de chances de trouver des reverses. Enfin, de trouver vos bornes de range. Et voilà, vous l'avez déjà normalement imprimé, je l'espère, que ça ne veut pas dire que ça se produit toujours là, mais que c'est ici que la gestion du risque est la plus optimale. Se met donc en place cette troisième borne de range, où généralement vient une borne suivante. Donc ça dépend de la structure de repli. Si c'est un range acheteur, la borne se trouve toujours au-dessus. Si c'est un range neutre, la borne peut parfois se trouver en dessous. Et en fait, ce qu'on va faire en général ici, c'est que le range va maturer et va venir former, après sa quatrième borne de range, une accumulation, puis une structure d'expulsion haussière, la structure de tendance, suit normalement une phase de pullback, et puis donc l'excès final. Après ici, une légère phase de divergence. OK ? Ça, c'est votre structure classique de tendance. Autrement dit, ce qui se passe avant, on s'en fout. Ce qui se passe après, on s'en fout. Nous, la structure qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe entre ça et ça, entre le point bas et le point haut. Et donc, c'est là que se met notre structure tendancielle, qui a pour seul et unique but de déplacer la zone de prix de la portion A à la portion B. C'est ça une tendance. On décale du point A au point B. Donc le principe, c'est que nous, on a donné une structure, des sous-structures à ces schémas-là, en utilisant les règles que je vous avais apprises, donc qui consistaient à dire, ça, c'est la phase préparatrice de range, okay, ça qu'on appelle la phase d'accumulation, ça, c'est le trade que vous prenez, ça, derrière, c'est la phase qu'on appelle le breakout, ici arrive la phase de divergence, ça, c'est la phase de pullback, et arrive l'excès final. Alors, pardon, l'excès final, il se produit toujours en débordement du sommet précédent, et votre phase d'excès final. Ça, c'est les structures de marché, et ça, c'est donc votre troisième borne de range. Ça, c'est la formation du range, la stabilité. Ça, c'est la zone que tradent les expérimentés en spéculatif. Ça, c'est la zone que je vous apprends à trader dans le range. Ça, c'est quand vous progressez un peu et que vous commencez à trader les accumulations et les breakouts. Là, c'est là où vous récupérez les profits si vous en avez. Là, c'est le moment où on laisse la tendance se terminer. Et donc, les ranges se reformer. Donc ça, c'est de nouveau les trades pour expérimenter. Et c'est comme ça qu'on répète toujours cette même structure, des ranges, des accumulations sur différents time frames, etc. Et bien, si vous appliquez ça dans les cryptos, ça ne va pas marcher, parce que ces structures-là, vous ne les verrez pas. La structure de tendance, elle ne s'organise pas comme ça dans les marchés moins liquides. Parce que la structure de tendance, c'est donc la dérégulation acheteur-vendeur, la façon dont on va passer du point A au point B, la méthode qu'on va utiliser pour déplacer les prix n'est pas du tout la même, parce que la structure sous-jacente d'offres et de demande du marché n'est pas du tout la même. C'est pour ça, la réalité de la différence entre ces deux règles, c'est pas que mes règles, elles ne marchent pas, c'est qu'elles ne s'appliquent pas si le contexte de liquidité n'a rien à voir. Toutes les règles ont un contexte, et je vous apprends toujours à contextualiser les règles que vous utilisez, parce que des règles sans contexte, c'est de la merde, pour faire simple, hein. Donc ici, on va apprendre une autre structure, la structure des marchés moins liquides, plus spéculatifs, et donc notamment ici les cryptos.
Alors, hop, voilà, je reviens sur mes petites règles de couleur. Ok. Donc ici, on ne va pas suivre ce schéma-là. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont habitués à l'Elliott Wave, ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on appelle un schéma vague 3 étendu. Dans les schémas un petit peu moins liquides, on a une fâcheuse tendance statistique. Ça ne veut pas dire que parfois vous verrez ces structures de tendance sur vos cryptos, ces structures classiques, mais normalement, étant des marchés moins liquides et plus spéculatifs, vous aurez plus de chances de voir ce qu'on appelle une vague 5 étendue, qui est une structure plus spéculative, en tout cas qui se produit sur des actifs plus spéculatifs, et en tout cas sur des portions de prix où l'actif est beaucoup plus spéculé et l'offre et la demande beaucoup plus facilement dérégulées, où on voit une structure donc de vague 5 étendue. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que la vague 5 étendue. On va faire de l'Elliott Wave très rapide. Donc en Elliott Wave, autrement dit, vous avez cette structure qu'on appelle vague 1, vague 2, vague 3 étendue, 4, 5. Ça veut dire tout simplement ici dans ce schéma-là que si vous décomposez le temps de la vague théorique, d'accord, la vague 1 qui se situe ici, ok, et la vague 5, qui se situe entre ces deux points-là, ont généralement des durées théoriquement similaires. Encore une fois, Elliott Wave est une réduction de la réalité sous forme de règles que moi, personnellement, je trouve beaucoup trop strictes, et ce qui fait que souvent, la plupart des gens s'y cassent les dents dans l'Elliott Wave, mais si on les contextualise bien, Elliott Wave, ça fonctionne très bien, et vous verrez d'ailleurs énormément de ressemblances entre ce que je vous apprends et les règles elliotistes. Et donc, ce qu'on appelle la vague 3 étendue, qui fait que généralement, la vague 3 ici est la plus longue, la plus ample, et celle qui est décomposée généralement d'un sous-schéma de tendance, blablabla, Elliott Wave. Donc voilà la vague 3 étendue. La vague 5 étendue, en théorie Elliott Wave, c'est une structure légèrement différente, mais vous verrez que les règles qu'Elliott Wave vous apprend, je vous les apprends aussi, simplement, moi je vous les formalise un petit peu moins. La vague 5 étendue, c'est généralement un schéma de tendance totalement différent, où évidemment la vague 5 se retrouve ici, être la vague étendue, c'est-à-dire, se retrouve donc être la vague la plus longue. Ici, si on décomposait le temps de vie de nos vagues, tac, ici, c'est tac, tac, pardon. Oui, si, ça, mais dans ce cas-là, ça s'arrête là, pardon, hein, voilà, hop, et ici, donc, la vague 5, qui devient une vague beaucoup, beaucoup plus longue. Donc, la structure de la tendance, elle change. Évidemment, ici, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, se met en place derrière des phases de range, etc. Et ici, dans le même cas de figure que tout à l'heure, on déplace les prix de la zone A à la zone B, on le fait simplement de façon différente. Il y a toujours une phase de tendance qui va être une phase linéaire relativement appréciable, mais ici, la phase préparatrice est beaucoup plus longue que là. Autrement dit, ici, on passe plus de temps à accumuler et on relâche l'énergie sur la fin du mouvement. C'est ce qui catalyse souvent vos fameuses vagues de FOMO et compagnie, et c'est toute la dangerosité et l'aspect spéculatif de ces actifs. Ils construisent leur phase de tendance dans une phase finale, et autrement dit, on accumule et on relâche d'un coup l'énergie spéculative, ce qui rend mécaniquement très dangereux et beaucoup plus difficile à manœuvrer la zone de prise de profit. D'où la structure spéculative. Ces actifs vont généralement faire des pics, des creux très violents, puisque on va chercher la structure de tendance et elle s'épuise et se renverse dès son point final. Alors que la structure plus liquide accumule un petit peu plus souvent, moins longtemps, mais par contre a des structures beaucoup plus prévisibles, dans le sens où les comportements des investisseurs sont plus prévisibles parce que la liquidité est plus forte. Et ici, clairement, dans ces structures-là, quand vous arrivez dans la phase de divergence, vous savez qu'il reste encore des gains à faire. Ce qui ne sera pas le cas ici. Là, ce sera beaucoup plus difficile de trouver le top. Autrement dit, sur une structure comme ça, d'un point de vue spéculatif, avec un peu d'expérience, ce n'est pas si compliqué d'arriver à maximiser le potentiel de rendement de ces structures. Je n'ai pas dit acheter tout en bas et vendre tout en haut, mais se rapprocher de ça. C'est beaucoup plus facile, théoriquement, d'acheter en bas et de vendre en haut avec ces structures liquides que de le faire avec des cryptos ou des marchés plus spéculatifs. Bon, c'est pareil, ça coule de source quand je vous le dis comme ça, mais encore une fois, il faut que vous compreniez pourquoi. Il y a vraiment des logiques derrière tout ça. Donc ici, aujourd'hui, on va parler de ces vagues 5 étendues et de comment les règles que je vous ai apprises là-dedans se transposent pour naviguer ça sans se faire péter les dents. Alors, évidemment, on va prendre les cryptos en exemple aujourd'hui, et c'est la structure la plus simple, mais moi, je vous apprends dans cette structure-là, c'est, si vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux, c'est une différence de structure, ce n'est pas une différence de vocabulaire. On va utiliser le même vocabulaire. Autrement dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur le schéma classique, et je vais vous donner ici les règles par rapport à celles que je vous apprends, le vocabulaire que je vous transmets, comment naviguer ces structures-là. Donc, on l'a vu, la vague 5
étendues, ou en tout cas ces structures un peu plus spéculatives, elles construisent toujours une première vague impulsive. C'est généralement relativement rapide. C'est-à-dire qu'ici, vous allez voir le marché, boum, venir rechercher rapidement des résistances. S'ensuit derrière donc une phase de range. Attention, Elliott Wave va vous donner des règles, ceci, cela. Moi, je vous donne une règle très simple. Ici, appliquez souvent vos ranges acheteurs. C'est-à-dire que statistiquement parlant, ici, on va revenir chercher le contexte acheteur, on va trader dans le contexte acheteur et généralement relativement proche des Fibo 61. C'est statistiquement parlant la structure qui résonne le plus dans ces structures de vague 5 étendues. Ça ne veut pas dire que tous les renversements se font sur du 65%, sur du 61% en range acheteur. Statistiquement parlant, c'est ce qui a le plus de chances de se produire. Mais ce n'est pas systématique. Autrement dit, considérez juste une impulsion, une phase de range. On s'en fout de résonance 61%, mais voilà. S'ensuit normalement, donc, généralement, une autre impulsion haussière. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que généralement, elles sont d'amplitude, d'accord, d'amplitude et de durée relativement similaires. C'est-à-dire que si la première poussée ici a été relativement rapide, et c'est souvent le cas, la seconde l'est aussi. Donc en général, vous voyez, Elliott Wave, ça va vous simuler le truc comme ça, sauf que dans la réalité, ça va souvent être une grosse impulsion, un range très chiant, une impulsion, ça s'arrête et ça vient consolider, et uniquement ensuite vient la structure de tendance. Donc faites attention, généralement, la phase de range est beaucoup plus complexe à naviguer dans ces structures-là. Mais le principe, c'est une impulsion, peu importe ce qui se passe ici, une deuxième. Ce qui va nous intéresser, c'est dans la structure ici, c'est pas comment s'est construit le range et compagnie, on s'en fout, le range c'est du bruit, et c'est tout sauf ce qu'il faut essayer de chercher à comprendre. Ici, le seul truc que vous regarderez, c'est entre la première impulsion et la seconde, on est allé jusqu'où. Voilà, jusqu'où on est allé en termes de retracement, et est-ce qu'on a tradé les canaux de contexte, oui ou non. La plupart du temps, vous verrez que c'est une structure qui retrace 61% et qui vient chercher les canaux de contexte acheteurs ici. Voilà, bon, c'est pour vous donner la petite truc. Ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est qu'à ce stade-là, ça reste du range. Que ce soit un range acheteur ou un range neutre, en réalité, on s'en fout. La seule importance, c'est que les sommets se constituent de façon ascendante. La règle que vous devez voir ici, c'est qu'il n'y a pas d'émergence de votre structure de vague 5 étendue tant qu'ici, vous n'avez pas déjà eu 2 sommets consécutifs avec 2 creux consécutifs. C'est la première des règles. Déjà, on commence par ça. Quand vous avez ça, à ce moment-là, vous ne savez rien qu'il y a une tendance. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez dire « ouais, je sens le truc, je sens qu'il y a une tendance et compagnie ». Ça, à ce moment-là, c'est du range. Vous ne savez rien du tout. Autrement dit, ici, la seule chose que vous pouvez faire, jusque-là, c'est tout simplement avoir pris votre trade de borne de range ici, okay, faire votre gestion du risque par là, et ici, dès qu'on déborde les contextes, essayez de récupérer vos gains. C'est la seule chose que vous pouvez faire. À ce stade-là, vous ne cherchez pas à faire une tendance, vous cherchez juste à faire votre trade de range classique, probablement souvent donc des ranges acheteurs, donc en débordement du sommet précédent, etc. En utilisant les mêmes règles que vous avez dans le PDF. D'accord ? Ces règles-là, vous les connaissez. Ce trade-là, c'est pour les expérimenter. D'accord ? Donc, on va mettre en rouge. Ça, c'est les trades de reverse. C'est les trades d'expérimenter. Vous ne touchez pas ça. Ça, c'est la deuxième borne de range. Même chose. Ça demande beaucoup d'expérience pour maîtriser ces trades. Ça, vous ne faites pas. Ça, oui. Voilà. Ensuite, revient se mettre en place la phase que vous connaissez normalement, de pullback. C'est-à-dire que avant, je vous ai appris à faire le range, le breakout, la divergence, et le pullback vient après la divergence. Ici, rien à foutre. Il n'y aura pas de divergence, mais vous allez avoir la même structure, le pullback. C'est-à-dire un range consolidant, et normalement, ce range a une sacrée tendance à résonner en 2 vagues. C'est-à-dire que normalement, ce range, statistiquement parlant, c'est souvent une structure 2 vagues de baisse. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que rappelez-vous, normalement, ce qui va faire émerger la structure de breakout dans notre structure classique, c'est l'accumulation. C'est-à-dire que normalement, on fait range, accumulation, breakout, émergence de la tendance et tout ça. Ici, c'est différent. La structure de tendance, elle va commencer à émerger sur le pullback. C'est là où vous allez devoir concentrer toute votre énergie d'analyse. Si vous voulez profiter de ces structures de vague 5 étendues et ces structures de tendance dans des actifs un peu spéculatifs et faiblement liquides, c'est là que tout se passe. Cette règle-là, elle est essentielle. C'est pas on doit venir faire un overlap, c'est de dire c'est dans la zone de la résistance de la première vague qu'on va venir former le range mature du pullback. Rappelez-vous que le pullback est un range. Donc même chose, ici ce qui est important, c'est de formaliser dans votre tête le nombre de sous-vagues que vous ne pouvez pas traiter mais qui vont se mettre en place sur les timeframes inférieurs. D'accord ? Ça fait donc première vague du range, deuxième, troisième, et rappelez vos règles, le range est mature à partir de 4 vagues.
Enfin, au-delà de 3, il est mature. Donc quand vous allez former votre quatrième borne de range, ce n'est pas quelque chose que vous tradez normalement, mais c'est quelque chose que vous devez être capable d'identifier. Donc c'est là et dans votre processus de pensée que vous devez tout bien travailler si vous voulez profiter des vagues 5 étendues. Quand vous allez voir cette phase de conso ici, regardez la quatrième borne. Si la quatrième borne, elle se met en place sur la zone d'overlap, alors un overlap c'est un mot qui est un peu barbare, mais c'est de dire parfois la quatrième borne elle va se faire légèrement au-dessus. Parfois elle va rentrer un petit peu dans la vague ici. Donc attention à ne pas vous formaliser, mais bien à considérer ça comme une zone d'action dans laquelle vous voulez voir le marché former la maturité de son pullback. Ici, ça ne veut pas dire que le marché va être acheteur. Vous n'en savez rien. C'est des probabilités. Ça veut juste dire qu'ici, vous avez votre zone de gestion du risque. C'est ici que si vous voulez profiter de la tendance, c'est ici que c'est statistiquement le plus rentable. Qu'est-ce que vous en savez que la tendance, elle va émerger? Rien du tout. Moi non plus, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans cette zone-là que si vous voulez profiter d'une tendance haussière, il faut spéculer. C'est-à-dire utiliser vos gestions du risque et retrouver comme d'hab ici des signaux acheteurs. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, le marché vient chercher la zone, j'achète ». Comme d'hab, ici, on va chercher des signaux précurseurs de tendance, des signaux comparables aux signaux de l'accumulation. Ici, on veut des signaux bleus sur le momentum. Et si vous avez ici des signaux de précurseurs de tendance sur cette zone d'overlap, c'est là où vous allez dire que vous avez les conditions favorables. Ce n'est pas encore une fois que ça va forcément se produire. Je vais y arriver, je suis désolé. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, ça veut juste dire que ici, si vous avez vos gestions du risque, vous allez prendre un achat en plaçant un stop le plus loin possible. Évidemment, on essaie de ne pas mettre un stop là. Le plus loin, c'est de se protéger sous le plus bas. Évidemment, si vous voulez être plus agressif, vous pourrez réduire la taille de ces stops en augmentant mécaniquement la probabilité de vous faire pécho. Hein, d'accord ? Mais la stratégie, c'est ça. C'est ici que se place le cœur du travail de ces structures. Et donc, la structure préparative n'est pas la même. Ici, on n'a pas d'accumulation. Ici, l'accumulation, elle ne s'est même pas encore produite. Ici, c'est simplement que votre pullback va se produire sur une zone de résonance très importante, cette zone d'overlap. Il ne faut pas que ça se produise au-dessus, il ne faut pas que ça se produise plus bas, il faut que ça se produise par là. Voilà. Quand ça se produit ici, c'est là où vous pouvez vous dire, OK, si ça réagit par là, là, il y a de fortes chances de voir émerger la tendance. Mais la tendance, elle n'est pas encore là. La tendance, à ce moment-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va revenir chercher vos contextes résistants ici, et c'est là que va se mettre en place l'accumulation. Et ensuite, la phase de tendance, le breakout et compagnie. Donc, autrement dit, dans cette structure-là, il y a une très longue préparation qui ne se fait pas spécialement de manière spéculative, mais uniquement sur des tradings de range. Et c'est ici simplement que votre sentiment tendanciel va commencer à émerger si les règles dont on a parlé sont remplies, les conditions sont remplies, et elles ne le seront pas toujours. Mais il faudra toujours faire de la gestion du risque. La tendance, ce n'est pas d'avoir toutes les règles parfaitement alignées. Parfois, ça va être le cas, mais c'est relativement rare. Vous allez parfois, en arrivant ici, ne pas voir le signal acheteur, mais vous allez voir des divergences cachées. Et il faudra les voir vous-même. Les indicateurs, ils sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous trouver tous les signaux techniques. Il faudra quand même travailler un peu. Mais le principe ici, c'est bien de dire que dans cette zone-là, l'accumulation en général, elle se met en place après. Okay, c'est là, je vais y arriver. C'est là la deuxième phase de confirmation de votre tendance. Là, le sentiment commence à émerger. Là, vous le confirmez. S'ensuit normalement la phase de breakout. Et c'est ici, dans la phase de break, que vous n'hésitez pas évidemment à acheter. Vous pouvez éventuellement utiliser vos règles d'accumulation ici, c'est-à-dire si le marché fait un pullback sur les canaux de tendance ici et que vous avez des signaux de tendance, vous pouvez éventuellement prendre des renforts en accumulation. Voilà tous les trades que vous pouvez prendre dans ce truc-là. Le trade de range, soit de range neutre, soit de range acheteur, mais ça sera souvent un range acheteur, parce qu'on doit débarder le sommet précédent. Ici, la phase pullback mature sur laquelle vous allez prendre votre premier trade spéculatif, qui est un peu l'équivalent de l'accumulation dans une tendance classique, mais ce n'est pas les mêmes règles. Voilà. Ici, c'est bien de dire on a un range mature qui revient bien chercher sa maturité sur l'overlap. Okay, et souvent, d'ailleurs, ici, vous allez être dans les contextes acheteurs. Ce qui n'est pas le cas de l'accumulation. L'accumulation, on trade le canal de tendance. Là, en général, vous allez trader le contexte. C'est-à-dire qu'ici, le pullback va se mettre en place sur la borne basse du contexte. Donc les règles changent un peu. C'est plutôt vraiment, appliquez ici vos règles de pullback. C'est juste la règle que vous allez rajouter, c'est tout comme je traderai un pullback, je vais prendre ce trade-là, mais il faut qu'il se produise dans cette zone d'overlap. C'est la seule règle qu'on rajoute ici.
Évidemment ici, donc comme on a dit, éventuellement le petit trade d'accumulation qui pourra se proposer de temps en temps, mais ce n'est pas systématique. Et derrière, le breakout haussier. C'est là où vous allez voir les cycles se casser et le marché s'apprécier. Normalement, la phase suivante, ce n'est pas une divergence dans ce marché, puisque ce marché-là est en pleine déstructuration de sa liquidité. Donc là, le seul truc qu'il va faire, c'est s'apprécier très vite et sans chercher à comprendre. Ici, en général, vous allez non pas avoir un pullback, mais un léger retour de volatilité, c'est-à-dire un tout petit range sur l'UT inférieure, généralement de l'UT comparable à celle de l'accumulation. Ça va très vite, voilà. C'est pas aussi long que les pullbacks ici. C'est généralement voilà, un petit retour de volatilité et vient derrière normalement une dernière poussée accélérante qui vient chercher vos zones d'objectif sur lesquelles il n'y a pas de signaux ici. Il n'y a rien qui vous permettra de trouver le point haut en termes spéculatifs parce que les indicateurs ont des protections contre les structures volatiles. Donc autrement dit, là-haut, vous n'aurez pas de signaux pour trouver l'excès final. Par contre, ici, il faudra bien identifier vos zones d'objectif sur les timeframes supérieurs et vous dire, cette tendance, elle a de fortes chances d'aller chercher cette résistance ou ce niveau technique ou ce machin, et vous allez récupérer vos profits sur ce niveau technique. On ne cherche pas à trouver le sommet d'une vague 5 accélérante. C'est très compliqué, encore une fois, de shorter ces structures. C'est-à-dire que ceux qui veulent prendre les trades en reverse là-haut, déjà, ça ne peut être que des expérimentés, mais pas des petits expérimentés. Ça demande beaucoup, beaucoup d'expérience, et c'est souvent un marché dans lequel il faut se reprendre 2 à 3 fois. Donc les reverse de ces structures-là, il n'y a pas plus difficile à faire. Par contre, pour récupérer les profits, c'est la même chose. Il ne faut pas chercher le point haut, il faut juste viser sa zone d'objectif et récupérer ses gains. Ici, il n'y aura pas d'alerte. Tout comme dans la structure, l'avantage de la structure liquide, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'elle va vous donner des pré-signaux pour vous dire « je me rapproche de ma zone d'objectif, j'ai fait ma divergence, je fais mon pullback », tu sais qu'il va falloir te diriger vers la porte de sortie, mais tu as des précurseurs. Là, tu n'auras rien du tout. Le seul précurseur, ça va être la petite phase retour de volatilité qui va te dire « ok, normalement, la prochaine résistance, c'est la bonne ». Mais c'est tout. Okay, et parfois, ces résistances, étant donné l'inertie et le manque de liquidité de ces actifs dans ces phases-là, des fois, le niveau il va être complètement débordé. Et pour autant, il faut que tu n'oublies pas de récupérer tes profits sur ces zones-là. C'est vraiment important. Ça, on le verra dans la partie suivante, dans la psychologie. Et c'est beaucoup plus compliqué de se formaliser psychologiquement à récupérer ses profits quand on a l'impression que ces structures ne vont jamais s'arrêter. C'est là d'ailleurs qu'émergent souvent des excès dans ces structures. C'est-à-dire que ces structures de vague 5 étendues, elles sont parfois excessives. Tout comme on l'a vu, les structures de tendance sont parfois excessives également. La vague 5 étendue excessive, c'est ce qu'on appelle le FOMO. C'est ce qu'on appelle la bulle. La bulle spéculative à plus ou moins court terme, mais c'est exactement ce qui se produit relativement souvent sur les cryptos. Ça s'emballe sur la fin parce que les gens pensent que ça va continuer. Mais en réalité, les tendances sont déjà finies, les objectifs sont atteints, mais les gens s'emballent. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de trouver les reverse, mais par contre n'oubliez pas de récupérer vos profits. Ne vous laissez pas porter stupidement par ces tendances, pensant qu'elles vont vous donner un signal d'alerte pour la sortie. Ce qui est pernicieux dans ces structures, c'est qu'elles ne vous préviennent pas. Autrement dit, il faut vraiment avoir un plan de trading pour les naviguer. Voilà. Maintenant qu'on a structuré tout ça, je vais vous donner quelques petites règles supplémentaires et ensuite on va prendre des exemples. Il y a une règle que vous allez pouvoir utiliser en plus de ça, c'est que très souvent, ici, quand vous formez votre range, vous allez voir émerger ce canal. Assez souvent, c'est en léger débordement du canal que vous allez trouver la fin de la vague suivante. C'est-à-dire que si vous prenez le canal parfait, hein, le canal chartiste, entre les deux points d'origine, généralement, la quatrième borne de range préparatif, celui qui va précéder votre pullback, c'est généralement un léger débordement de cette zone de canal. Il y a certaines fois où on échoue pile poil sur le canal, mais c'est souvent légèrement débordé. Okay, ce qu'il faut retenir derrière, c'est que généralement la phase de pullback ne vient pas chercher la ligne d'origine. Ça arrive que oui, c'est-à-dire qu'en fait la seule chose qui va différer ici, c'est pas le niveau de retracement du pullback, puisqu'il va toujours venir chercher l'overlap, c'est juste que ici parfois le pullback est très long, et parfois la durée d'un pullback, je vais essayer de vous structurer au-dessus. Alors, le principe, c'est que, voilà, comme on l'a dit, peu importe la durée des phases de conso, ce qui vous importe, c'est la phase de conso ici qui vient chercher l'overlap. On ne cherche pas un overlap parfait, des fois on rentre un petit peu dedans, comme on a dit, c'est pas bien méchant, on verra tout à l'heure dans les cas de figure réels. Ce qui est important, c'est que ça forme un support sur la zone de résistance précédente. Donc, comme on l'a dit, souvent, et la plupart du temps, ici, le canal qui aura été légèrement débordé ne sera pas réintégré en phase de support. Autrement dit, ici, on va rebondir avant d'avoir retouché cette trendline. Mais il y a certains cas de figure, ça arrive assez souvent, mais c'est moins souvent. La structure la plus probable, c'est celle qu'on vient de voir. Mais des fois, vous avez ce schéma-là, qui est beaucoup plus chiant, et ça arrive. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir votre overlap, ok, il n'y a pas de souci, il est là,
Okay, on vient bien réagir sur la même zone, mais le problème c'est que la phase de pullback ici, au lieu de faire un pullback très classique, va vous faire un truc bien relou qui va regagner du temps, ça arrive, ça chipatouille, mais l'important c'est que le point bas vient se former sur l'overlap et c'est tout ce qui compte. D'accord? Mais c'est là où ça peut parfois devenir relativement piégeux, et dans ce cas de figure-là précisément, ici, vous allez repasser sous le canal. Ça arrive. Okay, donc, il ne faut pas vous formaliser. Je vous dis ça, c'est surtout ne mettez pas les stop-loss sous le canal. Ça va arriver que le canal vienne vous chercher. Quand on prend ces structures-là, le plus safe, quand vous débutez dans l'apprentissage de ces structures, c'est de placer un stop-loss sur ce support. Normalement, on ne doit pas y retourner. OK? Après, avec un peu plus d'expérience, vous apprendrez éventuellement à réduire la taille de ces stop-loss pour augmenter un peu la taille de la position, sans pour autant prendre trop de risques. OK? Allez, on passe à des marchés classiques maintenant, à des exemples pour voir un peu tout ça. Allez, un premier exemple ici, sur le Bitcoin justement, et où là on va voir donc une structure de VAC 5. On ne va pas commencer par le Bitcoin, non, en fait, on va pas commencer par... Voilà, je vous expliquerai, on fera le Bitcoin après parce que le Bitcoin c'est justement une structure excessive de cette tendance. Donc on va d'abord travailler la tendance propre. Ici, je prends le gold en référence, donc ça fait totalement partie donc, de ces actifs dont on parlait, qui par moment vont retrouver des déstructurations en frais de demande, par des demandes relativement fortes et des supplies limitées, et effectivement une structure souvent spéculative. Là, on est justement sur le bottom des marchés actions en 2016, donc évidemment, vous connaissez un peu le schéma, ici tout le monde a peur et compagnie, alors qu'évidemment, il faut acheter à ce moment-là. Se met en place donc la structure de creux, et ici donc, clairement derrière, une réactivation en mode tendance, VAC 5 étendue. Et ici, vous allez vous dire, mais attends, moi je ne vois pas la structure là, et bien pourtant, moi je la vois très bien. Et il va falloir arriver à habituer votre œil, parce que comme je vous l'ai dit, ce qui va vous tromper le regard, c'est surtout les phases de range. Donc il faut habituer votre regard à chercher non pas les structures de range, dans ces schémas-là, si vous voulez identifier les tendances, focalisez vos yeux sur les structures de tendance. C'est-à-dire que ici, si vous avez du mal, pensez toujours à supprimer vos prix. Ça va vous aider considérablement. Parce que ici, en supprimant les prix, vous supprimez toute la phase où vos yeux vont chercher à comprendre le range. Naturellement parlant, quand vous êtes débutant, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous avez une fâcheuse tendance à vouloir expliquer tous les mouvements de marché. Donc notamment, passer un temps fou à essayer d'expliquer les ranges. Alors qu'il ne faut pas. Et ici, ce boulot ici est fait pour vous. Donc facilitez-vous la tâche, c'est de vous dire ici, si vous comprenez comment se réagissent ces canaux de tendance, c'est quand on accélère, on sait que le prix est passé. Donc là, on sait que le prix est passé là. Ok, on sait qu'il est passé ici. Derrière, on sait qu'il est repassé là, ok, et on sait qu'il est repassé ici. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de savoir plus que ça en fait? Non. Vous avez juste besoin de vous dire, ok, on a fait ça, ensuite on a fait ça, ensuite on a fait ça. Et ici, évidemment, on a continué probablement jusque-là, avant d'aller jusque-là. Bon, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir en fait. Même si on ne sait pas exactement ce qu'a fait le merdier au milieu, tout ce qu'on sait ici, c'est ce dont on a besoin de savoir. Ici, moi déjà là, je commence à me dire, oh tiens, ça c'est intéressant ici. Parce qu'on est où? On est sur la zone de résistance du premier niveau. Donc là, même si vous n'aviez pas vu la structure, moi je la vois. Donc là, ici, je sais que là, il y a probablement ma zone d'accumulation. Que là, il y a probablement la zone sur laquelle il fallait spéculer en pullback. Et pourtant, je ne vois pas les prix. Je vois juste que la structure globale de prix correspond à un schéma que je connais. Après, ça, il va falloir habituer vos yeux. Ça prend un peu de temps, évidemment, comme j'ai dit, les tendances ne sont pas les structures par lesquelles vous commencez à apprendre la spéculation. Apprenez d'abord à structurer vos ranges plus que l'inverse. Donc, autrement dit, si on schématise notre marché, maintenant on le reprend avec les vrais prix, ce qu'on voit, c'est ça. Ça a effectivement, pour moi, fait un truc comme ça. Ici, ça reste du range, comme je dis, c'est un range un peu plus chiant, hein. C'est un range un peu plus merdique. La deuxième phase de tendance se met en place ici. Là, on voit bien, c'est bien tendanciel. Ici, on a essayé, mais on n'a pas réussi à casser la résistance. Donc ça, c'est juste un mouvement à con dans un range. Donc ça, c'est juste du bruit de range, ça a juste été plus long, plus chiant, plus compliqué à naviguer. Mais ici, vous retrouvez bien vos deux impulsions. Comme par hasard, elles ont une forme et une amplitude relativement similaires. Vient en place le pullback, qui là, en l'occurrence, est beaucoup plus rapide que la phase précédente, mais il vient bien chercher la même zone de résistance en formation d'un support. On voit bien ici les deux vagues de range. Okay, on a bien ici un range mature très probablement sur l'UT inférieur. Comme je vous l'avais dit, on vient bien traiter le contexte. Bon, ici, je me mets sur le time frame supérieur, donc on vient traiter le canal de tendance. Okay, et ça, c'est le contexte de l'UT inférieur. Hein. Donc ici, on revient bien chercher l'achat dans le contexte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Souvent, ça va être ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient chercher le contexte, et ici, très probablement, on a payé les canaux de tendance.
de l'UT inférieur. Et là, vous aviez donc le trade d'accumulation. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on vient tout éclater à la hausse, c'est là que vous avez les cassures de cycle, etc. Il faudra noter dans ces cas-là, par exemple, que vous voyez, là, les indicateurs réagissent de façon différente. Là, vous allez vous dire, par exemple, mais attends, mais Phil, pourquoi ton indicateur, il me dit breakout de range ici, c'est pas normal, parce que là, moi, du coup, ça, je vais m'imaginer que c'est un signal qui réduit mes probabilités de breakout ici. Ben, posez-vous toujours la question. Les algorithmes, ils n'ont pas été programmés pour ces structures de tendance. Ils ont été programmés pour les structures de tendance classiques sur les indices. Donc, en fait, si ici il vous dit ça pour moi c'est un breakout de range, ben c'est parce que c'est quoi qui précède? C'est des structures de range. Rappelez-vous, ces structures, elles forment des ranges très longs d'abord et elles relâchent toute leur énergie sur la partie finale. Donc, est-ce que c'est normal que l'indicateur qui cherche les breakouts détecte ça comme un breakout de range? Ben ouais. Donc vous allez souvent voir des breakouts de range sur la phase d'émergence de ces tendances. Il faudra les ignorer quand vous avez affaire à des structures d'actifs spéculatifs. Ces breakouts de range sont dans un contexte que vous connaissez, ce contexte où il y a eu deux vagues d'amplitude similaires, une phase d'overlap puissante et une accumulation probable qui précède. Dans ce cas-là, ici, vos règles d'application de la tendance supplantent carrément le fait qu'un algo ait détecté ça comme une probabilité de range. À ce niveau-là, ça, c'est clairement un breakout contre lequel vous ne luttez pas. Vous vous mettez dans le sens du breakout, clairement. Ok? Je vous donne une autre règle intéressante qu'il faut que vous gardiez dans la structure. Tout à l'heure, comme on a dit, généralement, vous allez tracer votre canal et le marché va généralement venir déborder légèrement ce canal. Bon, là, on ne va pas se leurrer, c'est exactement ce qui s'est produit. Je vous en donne une autre de règle. La règle, c'est que généralement, dans la phase d'accumulation, ça va se faire au niveau où vous allez prendre un autre canal, celui-là, ici. Et généralement, l'accumulation, elle va venir se faire sous ce canal. Le breakout va venir se faire en sortie de ce canal. C'est un repère que je vous donne. C'est théorique, parfois ça ne va pas se produire là, mais très souvent ça va se produire ici. Okay, vous prenez les deux creux qui précèdent, reportez à la résistance de la deuxième phase d'accélération, et normalement ça va vous donner la zone d'accumulation et la zone de breakout. Ok? Évidemment, donc derrière, ça s'apprécie, la petite phase retour de volatilité, très rapide, comme on l'a vu ici, et la fin de tendance. Et là, pam, on se barre. Là, vous avez eu de la chance, l'algo a détecté la zone. Mais ici, c'est souvent le cas où ça ne va pas être détecté. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez clairement vos zones d'objectif. Regardez, de toute façon, ici, à mon avis, si on marque le niveau, on saura très bien que, historiquement parlant, il s'était passé des trucs ici, et que du coup, c'était une zone relativement facile à identifier. Et vous voyez que c'est clairement une zone historique qui a vraiment du sens. Voilà. Donc, ce n'est pas impossible de naviguer ces structures. C'est même relativement, je ne vais pas dire facile, mais il y a des structures là-dedans, elles sont juste légèrement différentes. Retenez que la différence quand vous naviguez ces structures, c'est surtout que le sentiment tendanciel émerge plus tard dans la structure. Il émerge au niveau théorique du pullback, alors que dans une structure classique, au niveau du pullback, la tendance s'est déjà exprimée. Et là, non, ça arrive en retard et ça arrive de façon concentrée. D'accord ? Mais même chose sur la structure, vous voyez bien qu'ici, en termes d'amplitude des vagues, ça fait ça, ça et ça. Vous voyez bien la vague 5 étendue, c'est bien la dernière vague qui est la plus longue, c'est bien la dernière vague qui casse les résistances précédentes, etc. Okay, toutes les trendlines résistantes et compagnie sont cassées au courant de ce truc-là. D'accord ? Normalement, la zone d'accumulation, vous allez y trouver tout un paquet de trendlines. Soit le fameux canal dont on parlait, d'accord ? Bon, là, pour le coup, tout est pareil. Hein. Là, le trendline et la ligne de tendance entre le premier et le troisième sommet sont évidemment les mêmes. Donc là, c'est carrément un cas d'école. Hein, voilà. Où là, vous avez une très forte zone résonante qui est donc votre accumulation. Allez, on va prendre d'autres cas de figure un petit peu moins académiques. Et donc, notre pote, le Bitcoin. Donc ici, même chose. Là, on voit bien la structure. Alors, c'est facile d'analyser a posteriori, encore une fois, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué d'analyser à l'intérieur. Ici, on a affaire à une structure irrégulière, très irrégulière, et pour ceux qui se souviennent, quand on a navigué cette fosse-là, c'était pas très facile, et moi le premier ici, je me suis pas fait avoir, mais je me suis fait surprendre. Donc le principe était bien évidemment ici d'accumuler, donc on était sur une zone de moyen terme, hebdomadaire, etc., donc ce qu'on attendait ici, c'était une réduction de la volatilité. Mais là, très clairement, si vous analysez cette structure sans ce contexte, de savoir qu'à ce moment-là,
dans une fin de crack, on cherchait surtout un effondrement de la volatilité plus qu'un retournement rapide, eh bien vous seriez dit, ouais mais attends, c'est le merdier, je vois pas du tout la structure de fil, là, il n'y a pas d'overlap, c'est quoi ce bordel, voilà. Enfin, eh bien en fait ici, oui, il n'y a pas d'overlap, mais ça peut s'expliquer, mais le problème ne vient pas de la structure de faible volatilité. Ici, très simplement, donc la première impulsion, hein, le classique, donc celle qu'on recherche. Derrière, malheureusement, vous auriez dit une deuxième impulsion, mais elle ne franchit pas la résistance. Donc c'est encore le même cas de figure qu'avant. Autrement dit, ce n'est pas une impulsion, c'est un piège à gland dans un range. Ici, pour vous faire le schéma, c'est un range très rare, mais c'est un range très chiant également. Ce qu'on a eu ici, c'est très probablement soit un triangle très bizarre, soit ce qu'on appelle généralement donc un triangle rectangle. Okay, donc on vient former ici, donc non pas une deuxième accélération là, mais tout simplement une impulsion, une structure de range très très chiante qui en suit, très peu volatile, très chiante à naviguer, ça c'est surtout un piège à con. Et ici, une deuxième impulsion qui vient bien casser le sommet de la précédente, qui est bien d'amplitude, alors là ça c'est un peu plus ample, ça traduit justement l'appétit acheteur de dingue. On voit bien que l'amplitude est plus forte que la première, mais la durée est relativement similaire. Okay, donc la première accélération, le triangle, la seconde, et là normalement donc le pullback. D'accord. Et c'est là moi où je me suis fait avoir. Quand on a navigué cette structure-là, moi ici le premier truc que je fais, je prends des profits. Alors j'ai pas pris la moitié des profits, mais j'ai pris 25%. Tout de suite en me disant, va y avoir mon pullback. Donc en récupérant 25%, je vais pouvoir racheter ici et construire ma belle tendance. Et c'est là où je me suis fait niquer sur Bitcoin. Parce que là où normalement, comme je l'ai dit, la structure théorique du pullback, c'est généralement une structure de conso en deux vagues qui vient chercher l'overlap de la vague précédente. Moi, j'ai appliqué mes schémas, comme d'hab. Et bien là, ici, qu'est-ce qui nous fait le Bitcoin? Eh bien non, là, le Bitcoin, il décide de nous faire les deux vagues ascendantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle une consolidation dynamique. C'est-à-dire qu'on ne retrace pas, on continue de monter, on consolide à l'achat. C'est très rare, mais là, évidemment, c'était une traduction très forte de la demande acheteuse. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien ici, c'est là qu'on retrouve la fameuse zone d'accumulation. C'est-à-dire que vous prenez vos deux vagues, vous tracez la trendline, c'est là qu'on se met à accumuler très rapidement, et puis vient en phase le breakout. Là, ici, dans cette phase-là, il y a bien une structure de tendance, mais elle est carrément excessive, dans le sens où on aurait pu même le voir en sachant que ici, même le pullback n'a pas réussi à faire l'overlap, il s'est construit à l'achat. Alors évidemment, ici dans cette zone-là, il y a d'autres actifs, et notamment certains alts, qui ont très bien construit leur tendance. Ici, c'est simplement que la demande était telle sur Bitcoin qu'il n'y a même pas eu la phase de pullback, alors que théoriquement, stratégiquement parlant, elle avait énormément de chances de se produire. Ok ? Par contre, derrière, évidemment, la tendance qui émerge, et non pas donc une tendance classique, vous voyez, où retour de volatilité, excès, fin de la tendance. Ici, normalement, elle s'arrête là, notre tendance sur le Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin, derrière, il décide de nous faire son excès de gros débilos, dans le sens où ça, c'est déjà des structures un peu excessives. Mais pour moi, le Bitcoin terminait sa tendance ici. Pour moi, le mouvement tendanciel se termine là. Ça, c'est de l'excès. Ça, c'est de l'excès purement spéculatif. C'est tout simplement quand les tendances ne veulent pas s'arrêter. Ça arrive. Et comme on l'a appris sur les tendances classiques, parfois la tendance, elle va s'exacerber, c'est-à-dire qu'au lieu de ralentir sur l'excès final, elle va se mettre à accélérer, à créer des excès. Et bien là, c'est la même chose. On aurait dû théoriquement s'arrêter par là, manquer de jus. Et bien au lieu de ça, FOMO wave, tout le monde s'engouffre là-dedans, excès en fin de la tendance. Ok ? Donc celle-là, elle était très difficile à naviguer, de par sa structure très exacerbée, sa phase de pullback non respectée, mais pourtant ici vous avez bien une tendance en vague 5 étendue, et en plus de ça excessive. Donc là, c'est bien les mêmes règles, mais vous voyez qu'on les a largement enfreints, et pourtant c'est bien la bonne structure. Là, la seule chose qui est vraiment très emmerdante pour la navigation de cette structure, c'est qu'il n'y a pas eu l'overlap. Déjà, c'est un vrai principal élément qui est très chiant, mais l'overlap, vous l'aviez sur des altcoins. Voilà. Donc, c'est juste qu'ici, la déstructuration offre-demande a été telle qu'il n'y a même pas eu la phase de pullback. Voilà. On va prendre un dernier exemple, en temps réel celui-là, parce que j'aime pas trop analyser uniquement a posteriori, c'est quand même vraiment trop easy, et de toute façon, c'est la thématique du moment. L'Ethereum. Donc là, on va aller en 4 heures, parce qu'on va sur le time frame inférieur. C'est là où se produit éventuellement cette tendance. On cache le prix. Donc ici, on va essayer de formaliser. Donc, paf, on sait qu'on est venu taper là. Ok, derrière, où est-ce qu'on vient retaper le canal de tendance? Ici. Ok, là, ici. Alors, normalement, on sait qu'on l'a frappé avant, puisque là, ici, on a retourné le canal. Donc, on sait qu'on est venu ici. De toute façon, vous voyez les petites flèches. Donc, on est venu là. On est probablement venu par là.
ensuite là, et là, et là. Ah, merde, ça doit commencer à vous... voilà, quand je vous dis que moi sur l'Ethereum je vois l'émergence d'une tendance, ça ne veut pas dire qu'elle va arriver, ça veut juste dire que d'un point de vue spéculatif, quand je vois ces schémas-là, tout de suite je me dis qu'il y a quelque chose qui est à faire. Parce que c'est des actifs sur lesquels ces structures de tendance se mettent en place, d'accord? C'est très 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 probable que ça se mette en place là aussi, ici, mais pour l'instant, je n'en ai pas la certitude. Okay, je vais juste me dire, je note le schéma ici préparatif éventuellement d'une tendance. Ça ne veut pas dire que ça va forcément exploser à la hausse, ça veut juste dire que ici, dans ce schéma-là, j'ai bien ma zone de résonance en travail et elle se produit bien sur une zone d'overlap. Donc, on va vérifier ça avec les prix, parce qu'il faut quand même vérifier l'analyse. Et voilà. Là, le seul truc qui est chiant, c'est-à-dire que dans cette structure-là, on n'est pas venu ici. On n'est pas venu marquer le point bas, convenablement. On aurait dû, mais on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mettre, une impulsion. Merci, je vais y arriver, c'est pas ça que je veux. On est venu caler une impulsion haussière, ici. Première impulsion, elle s'est faite en 2 vagues d'ailleurs, ce qui n'est pas très académique, mais bon voilà. Premier mouvement acheteur, ici un triangle, ce qui n'est pas classique non plus. Ici, le triangle fait qu'on retrace quasiment rien, on n'a retracé que la moitié de la structure. La première vague, on en a retracé 50%. Normalement, on vient chercher 61, et normalement, on vient chercher le contexte acheteur. Donc là, rien, on a juste fait un triangle plat, et une deuxième impulsion, haussière. Amplitude relativement similaire. Structure relativement similaire, ça se fait aussi en 2 vagues. Voilà. C'est un peu spécial comme structure, mais voilà, on a quand même une forme de répétition, et c'est ce que je veux voir. Derrière, donc comme je veux voir, est très important, la phase de pullback. Elle se met bien en place, elle vient bien rechercher l'overlap. C'est pas encore totalement gagné, mais la structure résonne. Elle respecte la majeure partie des règles. Donc ici, on voit bien que toutes les règles ne sont pas respectées, mais une majeure partie d'eux, et surtout, je vous dis, la règle essentielle, c'est celle-là. S'il n'y a pas d'overlap et s'il n'y a pas de réponse sur la structure d'overlap, la probabilité de la structure diminue considérablement. Sauf le cas du Bitcoin un peu particulier, où on l'a dit, là, ça rebondit au-dessus. Voilà. Hein? Donc là, ça rebondit, et qu'est-ce qu'on vient faire derrière? Chercher le contexte résistant. C'est surtout ça, moi, qui m'importe. C'est que là, on est en train de travailler ce contexte résistant, et si vous commencez à comprendre, on commence à y voir quoi? Des breakouts. D'accord? Pardon, c'est pas ça que je veux. On commence à y voir des breaks. Non, c'est toujours pas ça que je veux. On commence à y voir des breakouts, là, là, là. C'est pas encore haussier, d'accord? Mais on sent que ça commence à se polariser. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qui m'importe, moi, sur ce marché? Essayez de réfléchir par rapport à ce qu'on a vu avant. Est-ce que ça, c'est grave? Non. Ça commencerait éventuellement à le devenir si on venait chercher le canal de tendance ici. Mais ce ne serait pas encore la fin du monde. Il faudrait que ça réagisse à l'achat. Ce qui serait emmerdant, ce serait évidemment qu'on aille casser cette zone-là. Parce que là, on n'est pas juste venu faire une petite vague de hausse, là on a bien débordé le sommet précédent. Qu'est-ce qu'on forme? Aïe, une trendline. Donc là, moi, ce qui me plairait sur Ethereum, ce serait que le marché revienne chercher cette trendline, de préférence sans avoir retouché le canal de tendance. Ça veut dire qu'on est probablement en train d'accumuler sur l'UT inférieur. Et derrière, qu'est-ce qui va probablement se produire? Les fameux breakouts qui devraient nous sortir de cette trendline. Ça, c'est ici qu'on verra émerger la tendance haussière, et non pas maintenant. Là, on est toujours sur les phases spéculatives, préparatrices éventuelles de la tendance. C'est pour ça que ce n'est pas maintenant qu'on se met all-in en disant c'est forcément maintenant ça va émerger, mais en se disant j'identifie la structure, elle résonne bien sur les zones où on s'attend à ce que ça s'accumule. Ça veut dire quoi? Si je traduis ça en langage boursier, ça veut dire qu'on commence d'ores et déjà à préparer une déstructuration de la structure offre-demande. Si la structure se décale et qu'elle émerge vers les zones résistantes, elles vont probablement céder et créer forcément un appel d'air très fort. Parce qu'ici, on va manquer clairement de vendeurs. Et qu'on va avoir des gens qui veulent acheter un actif qui est relativement peu disponible. C'est aussi simple que ça. C'est des déstructurations d'offres acheteuses et vendeuses qu'ici, on voit émerger timidement sous ces formes de structure avec l'overlap, etc. Ok? Donc, Ethereum, on verra l'avenir, j'en sais rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Ethereum, s'il vient chercher la zone des 210, c'est probablement un gros breakout qui va suivre. Probablement un breakout haussier. Et je n'hésiterai pas à le trader à l'achat. Ça, je pense que vous l'avez tous compris. Pour l'instant, je suis exposé à l'Ethereum sur des structures spéculatives, c'est-à-dire je prends des risques, mais des risques limités, qui constituent des pertes en capital potentiel en cas d'échec très faibles. À ce moment-là, il ne faut pas jouer à Dieu. Là, on est juste en train de dire clairement que vers la zone 200-210, si ça passe, ça va péter fort. C'est tout.
Et il y a tout un tas d'éléments techniques qui tendent à confirmer ce postulat. Mais est-ce qu'on va aller chercher ces zones-là? Oui, non. Ça, à ce stade-là, j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui probablement sont en train de spéculer également en ce sens. Et la structure commence à s'orienter, mais ce n'est pas encore fait. Si ça se trouve, ça, c'est qu'un range. Et dans ce cas-là, échec, et ça repartira. Mais si cette zone-là est testée, elle va probablement passer en rupture. Voilà. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Pour l'instant, évidemment, le contexte, c'est un peu la folie. Je vous rappelle quand même que ce qu'on vit en ce moment est historique. Un truc comme ça se produit une fois par centenaire. Donc voilà, ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas une structure hautement technique. Donc encore une fois, quand même faire un peu attention par rapport à ce que je dis aujourd'hui et l'exemple en temps réel qu'on fait sur l'Ethereum. Statistiquement parlant, ces structures proposent des gestions du risque. Mais attention, on est quand même dans des moments historiques où la gestion du risque est clairement loin d'être le seul facteur de mouvement des prix. Il y a aussi tout un tas de facteurs extérieurs qui peuvent très largement altérer la liquidité et les structures techniques de ces actifs. On est sur du 4 heures, donc on est sur des UT qui peuvent très largement être impactés par tout ce qui est coronavirus et crise économique que nous connaissons actuellement. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. J'espère que ces structures maintenant seront un petit peu plus limpides pour vous. Ce sont des structures de tendance, donc j'insiste dessus encore une fois, par rapport au niveau d'expérience dans le Discord. Elles sont réservées normalement aux gens qui sont verts et qui veulent progresser vers le jaune, et surtout essentiellement aux jaunes, les gens qui doivent commencer à appréhender et à maîtriser les structures de tendance. Si vous êtes encore débutant dans le Discord ou dans l'apprentissage de la stratégie, ces vidéos sur la tendance ne vous sont absolument pas destinées. Alors vous pouvez les regarder pour la culture générale, mais ne les appliquez pas s'il vous plaît si vous êtes débutant. Focalisez-vous d'abord sur les étapes qui vous concernent, à savoir apprenez à bien maîtriser vos ranges d'abord avant de vous attaquer aux tendances.